Bonjour à tous, bienvenue dans Un singe pour la 3, le podcast de culture primate. Je suis en compagnie de Maxime et Lucas et ensemble on est là pour vous partager nos découvertes, nos trouvailles, nos idées, nos réflexions. À chaque épisode, un thème et la liberté pour chacun de l'aborder comme il l'entend selon ses envies et sa sensibilité et de venir ici le partager avec les autres. Mais surtout avec vous qui nous rejoignez. On est là, on discute entre potos, on se fait découvrir des choses, on se cultive, bref, on essaie d'être un peu moins con ensemble. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un thème, et le thème qu'on a choisi, c'est l'homme et la nature. Alors Lucas, de quoi tu vas nous parler à propos de l'homme et de la nature ? Yes, moi je me suis remis à la lecture un peu cet été, et je suis pas un grand lecteur du tout, j'ai du mal à lire des livres. Je me suis dit c'est l'occasion, je vais avoir le temps. Et j'étais à Bordeaux, il faisait chaud, c'était insupportable. Je me suis dit, je vais lire L'appel de la forêt de Jack London, ça va peut-être me refroidir un peu. Ça n'a pas marché tant que ça, mais le livre était incroyable, le livre était trop cool. C'est une histoire vraie en plus, je crois, du coup j'étais à fond. Et du coup, ces quêtes-là d'expédition, c'est un peu ma lubie en ce moment. Je m'intéresse beaucoup aux explorateurs, aux grandes expéditions, ce genre de choses. Et du coup, on m'a conseillé un autre livre qui est sur une autre histoire, sur l'histoire de Ernest. Ernest, c'est le boss, c'est un leader né, tu vois. C'est son nom de famille ou son prénom, Ernest ? Son prénom, c'est Ernest. Okay. Mais il faut savoir qu'il a été adoubé par le roi d'Angleterre, donc il faut l'appeler normalement Sir Ernest. Sir Ernest. Shackleton, c'est son nom de famille. Donc c'est un Anglais, et du coup, il avait déjà travaillé notamment pour la compagnie du Titanic. Ça s'appelait la White Star Line. Grande réussite d'ailleurs, le titre. Très grande réussite. Je croyais que c'était Pacific Line, machin. Non, c'est dans le film peut-être. Non, dans le film, c'est White Star Line. Ah, yes, ok. Arrêtez de casser du matériel. Ils le ça disent dans le film ? Ouais. ça aurait Ok. été bizarre qu'ils disent un faux nom dans le film, tu vois. Quand ça coule à la fin et que tout le monde est en panique et il y a les deux héros, Jack et Rose, qui cassent un truc, qui cassent une Porsche, je crois, et il y a un mec du bateau qui vient leur dire « Hey, ça appartient à la White Star Line !» Et ils sont en mode « Ta gueule, elle est en train de couler. Putain !» Donc, ok, Ernest a bossé à la White Star Line. Ouais, il a fait aussi quelques expéditions polaires avant la sienne. Et du coup, lui, son idée, c'était de traverser l'Antarctique de part et d'autre, tu vois. Sacrée idée. Donc, il a fait construire un bateau qui s'appelle l'Endurance. Il a cherché des subventions. Il a été malin aussi. Il s'est dit, bon, en fait, c'est un peu un délire... c'est un ego trip, quoi. Lui, son délire, c'est un aventurier. Il a envie de choses nouvelles et tout, donc il s'est dit vas-y, dans mon équipage je vais prendre un biologiste, je vais prendre des scientifiques, des gens comme ça pour avoir un peu le prétexte d'aller là-bas et de surtout avoir des arguments pour financer son voyage, tu vois. Donc ça a mis une bonne année, je crois, à se financer. Le bateau, ils l'ont fait construire par des Norvégiens, des mecs qui travaillaient dans la chasse de baleines. Je croyais que t'allais dire la chasse à l'homme, désolé, mais c'était assez violent. Pour justement que la coque soit renforcée, qu'elle puisse briser la glace. Enfin, vraiment, ils ont fait un bateau. À l'époque, c'était la nouvelle Tesla, tu vois. Ils avaient même mis la radio dedans. On est en 1914, donc à la veille de la Première Guerre mondiale. Et ça va être déterminant aussi dans l'histoire parce que ils vont faire leur expédition un peu... tout le monde s'en foutait, en fait. En guerre mondiale, on n'en a rien à faire que tu vas aller en Antarctique, voir des trucs que personne n'a vus, etc. Chose que je ne savais pas, mais en Antarctique, du coup, 6 mois de l'année, c'est l'été, en gros, et il fait jour. Et le reste du temps, l'hiver, il fait nuit, mais tout le temps, tu vois, c'est le jour et la nuit. Et du coup, l'Antarctique, on rappelle, juste parce que moi je confonds toujours, c'est ce qu'il y a au nord ou ce qu'il y a au sud ? Pôle Sud. Ok. Pôle Sud, du coup, il a construit son bateau. Il était très... Je sais pas comment le décrire, mais il a un côté, quand je vous disais, il a un côté humain. C'est par exemple pour choisir les 28 membres de son équipage. Ça pouvait reposer sur le mec m'a fait délirer, vas-y je le prends. Alors que le mec est biologiste, tu vois, il pourrait lui faire un test sur les sols ou je sais pas, sur c'est quoi comme oiseau, est-ce que tu sais le reconnaître, enfin peu importe. C'est une limite. Mais il les a engagés un peu au feeling. Il faut savoir que son plan, il était hyper établi. Donc l'idée en fait, c'était de prendre son bateau l'Endurance avec l'ensemble de son équipage, de partir déjà d'Angleterre jusqu'en Géorgie du Sud, donc c'est dans l'Atlantique Sud,
donc vraiment à l'extrémité, de partir de la Géorgie du Sud, de faire les dernières provisions, etc., de naviguer à travers les blocs de glace, les icebergs, ils appellent ça un pack, le pack, moi je connaissais pas, P-A-C-K, et ensuite de traverser le continent à pied, enfin d'abord d'atteindre la mer de Weddell, donc c'est une mer, une sorte intérieure, une fois que tu as franchi ce cercle de glace, tu arrives dans une mer intérieure, et après tu arrives sur le continent, de traverser ce continent à pied, et de l'autre côté du globe, de faire venir un bateau qui s'appelait l'Aurora, un truc comme ça, lui aussi rempli d'hommes, de vivres, etc., pour qu'il les récupère et qu'il puisse faire la traversée retour avec ce bateau-là, tu vois. Ah ouais. Donc un bateau à l'aller, un bateau au retour, au milieu on marche. Ils ont engagé des... Enfin, ils ont engagé des chiens, ils ont pris des chiens. Ils ont engagé des maîtres Il a réussi chiens. à recruter toute une équipe de chiens au feeling. Exactement, un peu comme dans l'appel de la forêt, tu vois, ils ont trouvé des chiens, ils ont dû les former parce qu'ils ont pris des chiens de mauvaise qualité. Enfin, pas vraiment des chiens de traîneau, plus des chiens qui traînaient dans le froid et qu'ils ont dû former, tu vois. Et donc toi tu me fais rire. Ouais, voilà. Et ils sont partis, quoi. Ils se sont dit, allez, c'est bon, on y va, on a les financements et tout. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Et en fait, cette histoire-là, maintenant, elle se raconte hyper facilement parce qu'ils tenaient tous des journaux de bord, tu vois. Du coup, voilà, ils commencent à naviguer et les blocs de glace commencent à se rapprocher. C'est Le pack. le pack et le bateau est bloqué en fait dans la glace. Et donc pendant plusieurs jours, les mecs sortent sur la glace, sont là avec des piolets à essayer de dégager la coque en fait. Faut savoir que l'organisation, le chef Ernest, il l'a pensé de ouf, chacun a un rôle. Enfin, tout est hyper bien, les troupes sont de bonne humeur, il n'y a pas de problème, tu vois. Genre vraiment, là-dessus j'insiste, les mecs sont hyper contents d'être là. Le bateau est coincé, il n'y a pas de panique ou quoi, et pendant toute l'aventure, ça va être ça en fait. Les mecs perdent pas espoir. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix. Il y a la guerre, personne ne les calcule. Je vous parlais tout à l'heure de la radio. La radio, ils se disent, je sais pas, c'est comme si c'est une nouvelle technologie qu'ils connaissent pas. Et en fait, Ils s'en servaient comment du coup on sait. mais non, ils s'en servaient pas en fait. Ils étaient en mode on nous a mis ça, mais même si nous on aimait quelque chose, personne va le réceptionner. Genre le truc est pas encore assez démocratisé pour qu'on se serve des émetteurs, des radios, etc. pour communiquer. Pareil, ils n'ont pas de balise GPS pour que quelqu'un sur le continent sache où ils sont exactement dans leur traversée. Donc voilà, et en fait, ils restent bloqués des mois comme ça, à se dire, ils ont beau attaquer la glace, ça se reconsolide aussitôt. Mais attends, Le bateau est piégé dans la glace. Le bateau est piégé dans la glace. Avant la mer intérieure ou... Avant la mer de Weddell, ouais. Ah Ils ouais. sont dans la banquise extérieure, en fait. Dans le pack. Et ils commencent à dériver forcément parce que tous ces blocs de glace là Ils ont un courant, dérivent quoi, il y a un courant. Donc ça ils en sont bien conscients et le bateau aussi commence en fait à ressentir des pressions en fait vu qu'il est pris en étau. Donc ça commence un peu à les inquiéter, etc. Et finalement l'hiver arrive donc là tout le monde tu sais, il fait nuit tout le temps, pour le moral, tu peux vite devenir taré, tu vois, c'est un vrai truc, tu vois. Et bizarrement, non, les mecs jouent au football, se racontent, ils ont aménagé une pièce, ils sont toujours dans le bateau, à ce moment-là, ils vivent dans le bateau, il n'y a plus de système de car, c'est un peu les vacances, on est bloqué, on peut rien faire, on n'a que à attendre, tu vois. On n'a que à attendre d'espérer que l'hiver passe, que ça se réchauffe, que la glace fonde, etc. Ils aménagent voilà, une pièce du bateau qu'ils appellent le Ritz, tu vois. Donc je pense que c'est parce que c'était un peu cocooning, etc. Ils se font des petites soirées pyjama. Ils doivent teaser à mort. Ils doivent trop picoler. Ils ont plein de vifs, tu vois. Et Justement. quand ils en ont marre de manger les trucs sur le bateau, ils vont chasser des phoques, des trucs. À l'époque, il y avait encore des animaux là-bas, tu vois. C'est plus comme aujourd'hui où tout est que ténèbres. Mais Pour eux, c'est que de la boue maintenant. malheureusement, en fait, l'hiver passe. Ils ont le moral, mais le bateau, des fois, ils arrivent à faire 100 mètres, 200 mètres, et il est encore bloqué. Ils n'arrivent pas à passer cette barrière de glace, en fait. Et là, en fait, le bateau se retrouve vraiment
bloqué entre deux espèces de grosses plaques de glace, ils appellent ça des flots dans le livre, qui fait qu'en fait que le bateau il se soulève carrément, tu vois. Il est plus pris dans l'eau, il est au-dessus et ça se gèle aussitôt en fait. Et donc là, on retrouve dans leurs journaux de bord l'inquiétude des nuits où ils passent, où le bateau il grince, il y a des trucs qui commencent à se tordre et tout. Et ils restent confiants, ils se disent putain, le bateau on l'a plutôt bien construit, tu vois, genre vraiment. Il y a des parties qui commencent à se déformer, mais il n'y a rien qui casse, tu vois. Et le dernier bateau que j'ai fait, le Titanic, je pensais aussi qu'il était pas mal, et puis finalement, c'est parti en couille. C'est les mecs les plus positifs du monde, quoi, de l'histoire. Non, là, c'est vraiment... c'est un bon bateau, ils ont confiance en lui, etc. Mais finalement, le jour arrive où ils sentent qu'en fait, il va commencer à devoir un peu vivre sur ces blocs de glace et à décharger le bateau. Les mecs s'organisent, tu vois, ils collent ils clouent des planches de bois parce qu'ils marchent sur un sol pentu, tu vois. Et finalement, ils se résignent à faire un campement, en fait, à décharger le plus de choses possible et à s'installer sur la glace. Jusqu'au jour où voilà, ils savent que le bateau, c'est ciao, en fait. On ne pourra plus l'utiliser. Donc ils avaient quand même deux autres embarcations, donc des petites galères, je ne sais pas comment on appelle ça. Sur le bateau ou genre sur le bateau, des barques qu'ils ont mis sur la glace, et du coup ils ont appelé, à chaque fois ils nommaient, parce qu'ils étaient nouveaux, ils étaient en mode celui-là, ce sera le camp de la patience. Donc au départ, Ernest... Ils n'avaient rien d'autre à foutre en même temps. Ils n'avaient rien d'autre à foutre, mais Ernest, lui, il reste solide, tu vois. Lui, il est vraiment dans le... Sir Ernest. Sir Ernest, il est dans les relations humaines. Sa pire crainte, c'est qu'il y ait des gens qui commencent à se prendre la tête. Voilà, que le groupe commence un peu à se désolidariser. Donc pour ça, il organise le truc hyper bien. Il va mettre, par exemple, Maxime, il va pas le mettre avec toi parce qu'il sait que tu ronfles. Tu vois, il va faire des petits arrangements comme ça pour que tout le monde se sente hyper bien. Il va faire des petites commandes au cuistot en mode donne-leur un peu plus de nourriture. Et voilà, les mecs sont toujours sur un bloc de glace qui dérive, donc tous les jours ils calculent, ils espèrent des tempêtes pour que ça accentue la dérive. Leur but, c'est d'avoir une orientation nord-est, tu vois, parce qu'ils se disent qu'avec celle-ci, ça dérive dans ce sens-là, et ils ont aucun moyen de prévoir la météo et de savoir comment ils vont dériver et où. Ils se disent, c'est pas mal, on arriverait près de l'île Polée, ça s'appelle, c'est une île en fait où il y avait une expédition avant, et ils savent qu'il y a des vives là-bas, tu vois. Des œufs. Merci. Donc ils continuent à chasser, la nourriture se fait quand même rare pendant certaines périodes et tout. Le temps passe, enfin là je vous la fais vite, mais c'est des mois en fait qui passent. 42 ans plus tard. Ouais, c'est ça, tu vois, genre c'était vraiment long. Et... Combien long ? Il y a une fourchette. À peu près. 1 an ? Ah oui, quand même. Un an seul sur la glace. Bon, en gros, ils sont partis en 1915. Ils ont fait 2 Noëls piégés comme ça, tu vois. Ah ouais. Ils ont fait le premier où ils sont arrivés, où ils étaient juste bloqués dans le bateau. Ils ont refait un Noël, ils ont fêté un Noël où ils étaient sur le campement, dans leur petite tente, etc. Okay. Et en fait, pendant ce temps-là, ils faisaient tout le temps des missions où il y en a avec les traîneaux, ils allaient rechercher des trucs. Parce qu'au début, le mec était en mode prenez le moins de choses possible. Il savait qu'en fait, dans ce genre d'histoire, plus tu voyages léger, plus tu arrives à ton objectif, plus tu survis. Si tu commences à prendre les livres de cuisine de ta grand-mère et ta Bible, ça sert à rien, tu vas crever rapidos, tu vois. Donc au départ, ils étaient en mode léger. Mais vu qu'ils se sont dit, on peut pas aller très loin, ils ont commencé à faire des allers-retours au bateau pour prendre justement des trucs cool, tu vois, des livres, de la graisse de phoque, la peau de phoque, tout ce qui restait dans le bateau, ou même démonter le bateau pour se faire un campement de fortune, pour qu'il soit bien, tu vois. Parce que ça a l'air facile dans le livre, mais il caille à mort, tu vois. Genre, il fait hyper froid. Genre, au max, c'est du -60, tu vois. Genre, quand il fait -10, -20, c'est l'été là-bas, tu vois. Ils sont contents. Ils sont obligés de buter tous les chiens. Parce qu'en fait, ils essayent, ils explorent, ils vont à des endroits, ils envoient des éclaireurs, ils essayent de trouver des solutions tout le temps. Et le moral des troupes, des fois, il commence aussi un peu à flancher. Et du coup, il leur montre le contrat qu'ils ont signé, comme quoi il leur doit le respect aussi bien à l'extérieur que dans le bateau, parce qu'il y avait des mecs, dont un
qu'ils appelaient le juriste. C'est un peu le syndicaliste qui était là en mode gros, tu me donnes pas d'ordre, on n'est pas dans le bateau. Et lui, il remonte le juriste. contrat. Moi, j'obéis aux ordres sur le bateau. Ouais, Sur la glace, sûr. c'est une autre histoire. Et du coup, en fait, ils partent, lui et 3 mecs, pour rejoindre l'île aux éléphants, l'île des éléphants, un truc comme ça. Parfaitement logique. C'était pas du tout leur objectif parce que cette île-là, elle est hyper hostile, il y a rien, il y a pas les vivres de l'île Polé où ils voulaient aller, mais ça les rapproche de la Géorgie du Sud en fait, de là où ils sont partis à la base. Du coup, si vous imaginez, ils ont fait une boucle en fait, les mecs, tu vois. Ils ont fait un tour complet, quoi. Ils ont fait un tour complet à dériver et ils essayent de retourner là où il y a un bout d'humanité en fait, tu vois. Et là encore, c'est que des problèmes en fait. Les éléphants attaquent, déjà. Non, parce que tu vois, je viens de voir que j'ai fait une petite erreur. Ils sont tous partis sur. Ils sont tous morts. En fait, ça n'a pas marché. Les éléphants, ils ont tous mangé. Ils ont tous pris les embarcations. Ils voulaient aller sur l'île Polé, mais ils ont dérivé, il y a eu des tempêtes, machin, ils sont arrivés sur l'île aux éléphants. Donc là, ils sont contents parce que c'est de la terre, c'est plus de la glace, tu vois. Parce qu'ils avaient quand même t'as quand même l'appréhension de te dire, le truc, ça fond, ça casse, t'es pas serein quand tu dors, tu vois. Que là, bon, c'est de la terre et tout, mais c'est une terre hostile aux hommes, quoi. Et de là, en fait, c'est de là qu'ils prennent une embarcation. Ils embarquent pendant 15 jours. Pareil, ils aperçoivent les terres de la Géorgie du Sud, tu vois, genre t'es là en mode yes, let's go, on a réussi notre truc de ouf quand même, tu vois. Ouragan de ouf, le gouvernail il pète, il dérive et tout, finalement ils arrivent. C'est l'ouragan des girafes. Ils arrivent en Géorgie du Sud et au nord, c'est là qu'il y a la civilisation. En fait, il y a des stations de pêcheurs de baleines. Donc, il doit y avoir 10 pélos qui sont là toute l'année, tu vois. Qui pêchent des baleines. Mais pour eux, ils sont en mode, il y a des humains, tu vois. Mais il faut traverser l'île. Donc là, encore une nouvelle aventure. Ils partent à 3. Lui, il se dit, on va pas dormir, parce que si on dort, on va mourir de froid. Là, c'est la merde, faut qu'on y arrive le plus vite possible, tu vois. Du coup, ils commencent à faire des ascensions, gros, de glaciers. Ils font de l'escalade. Les mecs, ils glissent en fait, tellement ils en peuvent plus. Genre, ils glissent de la montagne pour gagner du temps et se dire, vas-y, Voilà. Ils arrivent à cette station de pêcheurs, on arrive à la fin de l'histoire, du coup. Ernest prend quand même le temps de prendre un petit bain pour se reposer. Un petit bain glacé. Avant de prévenir la cavalerie, et ça aura mis 4 mois à récupérer tout le monde. Du temps où il est arrivé à refaire une expédition, reprendre du matériel, des vivres, et tout le monde a été sauvé en fait, et c'est pour ça que cette histoire est légendaire, tu vois. Je vous avoue, j'ai un peu triché parce que j'ai lu la moitié du livre. Un jour, quelqu'un m'a dit si t'aimes pas, continue pas, tu vois. Ça peut paraître con, mais il m'a dit il y a plein d'autres livres à lire, te fais pas chier si t'aimes pas l'histoire, continue pas. Je me mettais à la lecture et on m'avait conseillé un livre et je me faisais chier. Et il m'a dit mais tu sais, t'es pas obligé de les finir en fait. Moi je sais pas, j'avais ce sentiment-là un peu de j'ai commencé, faut terminer. Ils expliquent aussi dès le début en fait, quand le bateau est bloqué, etc., qui s'adaptent hyper vite en fait à leur nouveau mode de vie, qui sont pas du tout dans... ils s'apitoient pas sur leur sort, ils sont pas déprimés, ils sont juste en mode ok, maintenant on vit comme ça, c'est comme ça, et ils ont même des moments de plaisir et de convivialité, tu vois. Yes, et comme tu sais si... que finalement l'humain avait quand même une capacité d'adaptation, alors que vraiment leur histoire elle est sombre du début à la fin. Tu te dis c'est fini en fait, on va mourir là, on va manger pendant 6 mois et puis ciao. Et finalement les mecs ont la patate quoi. Il y avait aussi un clandestin dans le bateau qui embarquait. Et ils l'ont fait Non, ils l'ont trouvé dans un placard, il s'était caché. C'était le pote d'un des membres de l'équipage. Surprise. Qui était sûrement en quête d'aventure. Je sais pas ce qu'il foutait là, tu vois. En tout cas, au feeling, ils l'ont tous bien senti. Non, Ernest l'a bien senti, lui a donné un poste, je sais plus ce qu'il faisait, mais voilà. Donc, l'homme et la nature. Il me faut avouer, chers amis, oui, quand je lis ma chronique, je prends ma voix littéraire, que lorsque nous nous sommes mis d'accord pour aborder ce thème, je pouvais sentir un sentiment d'exaltation partagée. L'homme et la nature, quelle idée, quel concept.
Ça sonnait large, ça sonnait haut, ça semblait passionnément intéressant et d'ailleurs ça l'était tellement que pour tout vous dire, ça m'a un peu laissé sur le bas-côté de la route avec mon pouce tendu vers des idées qui passaient à côté de moi sans trop s'attarder. Parce que oui, mettre l'homme en relation avec la nature, poser la question de cette relation, de la négligence de l'homme à l'encontre de son environnement, de l'environnement qui se retourne contre nous et j'en passe et des meilleurs, peu importe l'angle sous lequel j'avais beau tourner et retourner le problème, je n'arrivais pas à dépasser ce stade où il me semblait être en train de me perdre au milieu des lieux communs sans en tirer quelque chose qui soit véritablement nourrissant pour l'intellect. Le mien d'intellect. Et c'est justement en cherchant à me nourrir de choses nouvelles que j'ai eu l'idée de me replier sur moi tel un escargot retournant dans le confort de sa coquille. Et là, je suis tombé un peu par hasard, parce que ça a popé dans mon fil d'actualité. Alors j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le grand algorithme qui veille sur nous. Je suis tombé sur l'extrait d'une interview d'un certain Philippe Descola, ethnologue de son état, qui a posé sur la table une idée dont on a beaucoup parlé récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Selon lui, la nature, ça n'existe pas. Rien que ça. Comment ça ? Alors je vais expliciter mon propos. Donc selon lui, la nature, ça n'existe pas. Ce serait un concept inventé par l'homme, en gros, pour se dissocier d'elle. Une idée dans laquelle il y aurait l'homme d'un côté et tout le reste d'un autre. Tout ce qui compose la nature, les plantes, les animaux, les éléments, etc. Et il a pondu cette idée en passant plusieurs années à observer un peuple d'Amazonie, les Achuar, qui eux interagissent avec les êtres de la nature de manière quotidienne, notamment à travers leurs rêves. Le matin, dans la tribu, ils se réunissent tous et ils discutent autour du feu de ce qu'ils ont rêvé. Souvent, ils vont parler d'un animal ou d'une plante qui est venue les visiter pour leur délivrer un message. Et il s'est rendu compte qu'au quotidien, ces tribus s'adressaient, par des prières mentales, à ces êtres autour d'eux. Pas comme des dieux, mais comme des autres êtres humains avec lesquels ils vivent et interagissent. Je résume l'idée, bien sûr, mais ce qui m'a fait tiquer là-dedans, c'est la façon dont ces peuples ont totalement intégré leur environnement à leur comportement, comme n'importe qui par chez nous irait mettre une lettre à la poste. Parce que nous autres, occidentaux, asiatiques, africains, hommes de tous les continents agglutinés dans la société consumériste qui cherche tellement à nous garder dans les rangs, nous avons, de presque tout temps, plutôt eu tendance soit à vénérer la nature comme quelque chose de supérieur, quelque chose qu'il fallait craindre, soit à vouloir la maîtriser, la contrôler ou la transformer. Chez nous, la nature et l'homme, c'est deux choses qui sont bien séparées. Et lui, il a étudié justement un peuple pour qui, c'est, en fait, la nature et eux, il n'y a pas de dissociation, ils vivent complètement intégrés dans leur environnement. Et cette idée-là me titillait l'esprit et me faisait me poser tout un tas de questions sur la nature humaine. Bah oui, si personne n'aurait eu l'idée de remettre en question la nature des insectes ou du ficus du couloir de l'immeuble par exemple, pour se rendre compte qu'ils agissent dans l'environnement dans lequel ils évoluent et que leurs existences sont étroitement liées à lui. Pour nous autres, c'est plus compliqué puisque l'homme, en tout cas l'homme qui ne vit pas dans une petite communauté au milieu de la jungle, cet homme-là, lui ou cette femme, paraît toujours perdu et égaré quand on lui parle de son environnement, parce que son environnement, finalement, est presque totalement artificiel et donc beaucoup plus facile à dissocier de lui. Pour quelqu'un qui vit en ville, la nature, ce sont des arbres entourés de pavés, des parcs, des pigeons, tout ce qui est non humain finalement. Mais pour le reste, tout ce qui l'entoure est de notre fait, le sol qu'il foule, les bâtiments dans lesquels il entre, les vêtements qu'il porte, etc., etc. Et j'en suis arrivé à me demander ce qui nous définissait. Je vous rassure, je ne vais pas m'étaler sur la nature humaine bien longtemps, j'écris pas une thèse de philosophie, mais c'était mon point de départ. Et ce qui est certain, ce qui m'a paru très clair, c'est qu'on n'entretient finalement pas autant de relations étroites avec tout ce qui nous entoure que les Indiens Achuar, qui peuvent être visités par un plant de manioc durant la nuit, qui va leur reprocher de ne pas l'avoir planté au bon endroit. C'est des choses qu'ils font, tu vois, ils sont visités la nuit par des êtres et ils en parlent le matin. Alors, plutôt que de venir taper sur le petit homme moderne qui a oublié où était le sentier qui le ramène à la terre et à la nature, je me suis plutôt demandé à quoi est-ce qu'on pouvait résumer la nature de cet être humain un peu égaré dans l'environnement qu'il s'est fabriqué. Par quels moyens reçoit-il des messages ? Par quels moyens transmet-il ces messages ? Par quels moyens lui et son environnement communiquent-ils pour grandir, évoluer et nourrir son intellect ? En somme, j'ai cherché à trouver du positif dans ce qui nous entoure plutôt que de venir lui reprocher des trucs. Alors, à votre avis, par quoi l'homme exprime-t-il sa nature ? L'homme qui ne vit pas dans la jungle, je bien sûr comme nous par exemple, comment est-ce qu'on exprime notre nature profonde et humaine ? Je comprends pas la question. Et comment est-ce que ce qui fait de nous des êtres humains
est intégré dans la manière dont on vit. Comment est-ce qu'on se sent plus complet? Comment est-ce qu'on avance chaque jour? Comme eux, qui par exemple sont totalement liés à la nature. Un arbre, c'est pas un arbre, c'est pas séparé. Comment est-ce que nous, on vit dans un espèce de tout? Comment est-ce qu'on exprime ça? Bah, on est des bâtisseurs déjà. Et voilà. Ok, Maxime. Par exemple, moi, hier, j'ai fait une cabane avec des draps, c'était grandiose. On J'ai passé s'exprime l'après-midi devant. par l'art aussi. Alors, exactement. Il m'a semblé que c'était par l'art que cet être humain communiquait le mieux, sans doute bien plus que par la politique ou la science, ou le fait ou par le, mettre des par le fringues. BTP. L'art, donc, serait le meilleur moyen pour cet être humain de s'approcher de sa nature, en la déconstruisant et en la reconstruisant à l'intérieur d'une fiction, d'une œuvre qui n'a pas d'autre utilité que d'être là, finalement. L'art, on le retrouve sous tout un tas de formes diverses et dans toutes les cultures du monde. L'art, il est partout. Il suffit de marcher dans la rue et de compter le nombre de gens qui écoutent de la musique, tout le monde regarde des films, des séries, tout le monde lit des livres ou des BD, tout le monde ne va pas forcément au musée, mais ça fait partie des choses qu'on peut faire. Des gens participent à des ateliers artistiques, prennent des cours, fabriquent, se prennent en photo, font des reels, des TikTok. L'art n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui, et si l'être humain cherche tellement à s'enfermer dans sa petite bulle d'art qui le rassure ou lui fait du bien, c'est bien parce qu'il n'y a que là qu'on retrouve un peu de notre nature, qu'on est touché, qu'on ressent, qu'on vit. Pour moi, c'est une évidence. Et moi, plutôt que de m'étaler sur l'idée de l'art, parce que c'est un sujet en soi aussi, je vais me concentrer sur le cinéma, mon dada à moi, et vous parler des artistes que je trouve les plus admirables, ceux qui, pour moi, révèlent le mieux la nature humaine à travers ce qu'ils font. Les artistes que j'admire le plus et qui révèlent le mieux la nature humaine sont un peu des explorateurs, finalement, comme ce que tu racontais dans ton histoire, des gens qui sont déterminés par un truc et qui poursuivent leur but, et surtout qui le poursuivent tout seuls. Ces artistes-là, qui font des films tout seuls ou presque, ceux qui n'ont pas peur de se lancer dans cette aventure insensée qui est de fabriquer cet inutile si profondément indispensable, celui d'être mis face à un miroir, de s'y voir ou non, et de faire naître une pensée ou un sentiment. Car c'est ce qui naît chaque fois qu'on est confronté à de l'art, quel qu'il soit. C'est un réfléchissement, en fait. On se regarde dans un miroir, on aime ou on n'aime pas, mais on voit quelque chose de soi dans un film. Et donc c'est intéressant de regarder un film qui a été fait par une personne tout seul pendant des années et des années, et de se dire, moi, ce que j'y retrouve dedans, c'est ce que ce type tout seul a fait dedans, en fait. C'est ouf parce que quand tu dis ça, genre l'œuvre d'art, ça nous permet de nous regarder. Je me suis dit, pour le truc que je me suis dit, c'est genre, bah ouais, carrément, mais on n'y pense pas forcément en fait. Et on va pas forcément aller aussi, on va plus forcément aussi loin que ça, je trouve. C'est intéressant. Pour moi, oui, c'est vraiment un miroir. C'est ce qui fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose. C'est soit parce qu'on s'y retrouve trop, donc c'est gênant, soit on s'y retrouve pas du tout et du coup ça nous plaît pas. Et je trouve que lorsque c'est l'œuvre d'un homme ou d'une femme seule, comme c'est le cas pour la plupart des livres ou des bandes dessinées par exemple, on plonge d'autant plus dans ce qui fait la nature humaine, celle de l'auteur bien évidemment, et celle plus large dans laquelle ceux qui la regardent se retrouvent ou pas. Et donc, pour moi, qui ramais à trouver un sens à toutes mes idées, voilà que petit à petit les pièces du badaboum commençaient à s'empiler et à tenir en équilibre. La nature humaine est de créer de l'art. L'art nous parle de nature humaine, et si la nature n'existe pas, alors la nature humaine est partout dans l'environnement qu'on se fabrique, comme dans celui qui nous entoure, naturellement. Et donc, on dirait une conclusion, mais je suis seulement en train de finir mon intro. Un homme ou une femme seule, confronté à l'idée de mettre sa nature sur le papier et, dans le cas qui va nous intéresser, sur un film, est bien plus le témoin de cette nature humaine que, dirons-nous, un film auquel 10 000 personnes ont participé et où seule la résilience du metteur en scène qui passe le plus clair de son temps à mettre en dehors de la scène tout ce qu'il ou elle s'arrache les cheveux à ne pas parvenir à réaliser, à devoir compromettre sans arrêt ce qui, quand il est seul, pourtant lui paraît très clair. Ça relève plus de la nature du groupe, finalement, un film réalisé par toute une équipe, que de la nature humaine, qui serait un film réalisé par quelqu'un tout seul. Qui sont ces gens qui se lancent tout seuls dans cette grande aventure-là et qui m'inspirent tellement sur la nature humaine? J'ai quelques exemples que je voudrais partager avec vous. Ce qui m'a mis sur cette route, c'est le visionnage d'un film japonais de Takahide Ori, en français. Ce film s'appelle Junkhead. Il est sorti en 2022, ou plutôt sa version la plus récente est sortie en 2022, puisqu'il avait déjà eu droit à des projections en 2017. Et Junkhead, c'est un film d'animation réalisé en stop motion, c'est-à-dire en manipulant des personnages articulés, image par image, à mesure de 24 images par seconde, pour créer l'illusion du mouvement. Si je vous ai perdu avec ça, pensez à l'étrange Noël de Monsieur Jack, Wallace et Gromit, et à tous ces films qu'on appelle communément les films en pâte à modeler.
Ce film, on pourrait le résumer par son générique, puisque Takahide Ori a non seulement écrit le scénario, réalisé et monté le film, mais il a aussi conçu et fabriqué les décors et les personnages qu'il a animés. Il a également fait les voix de la quasi-totalité des personnages, réalisé les bruitages, les effets spéciaux. Bref, on le retrouve à presque tous les postes. Et s'il a bien eu le soutien d'une assistante qui a réalisé une partie de l'animation et du film à ses côtés, et qu'il n'a pas composé seul la musique, Junkhead reste un tour de force car c'est un long métrage et qu'il aura fallu pas moins de 8 ans à Ori pour le réaliser. Tu m'étonnes. C'est ouf de se dire ça, et dans le making-of, tu le vois tout faire. Et c'est ouf parce que non, mais tu le vois faire les bruitages, il va chercher du bordel parce qu'à côté de son studio, il y a genre des poubelles ou quoi. Il trouve des bouts de ferraille ou quoi qui font un bruit et tu le vois faire les bruitages. C'est incroyable. Après 8 ans, moi je trouve ça va, il a pas chômé non plus. Ouais, de ouf. S'il est tout seul. Ah bah oui. Mais c'est énorme, 8 ans. Mais c'est-à-dire, il était chez lui, il a son petit Il a studio. un studio dans lequel il a travaillé. Il fait tous les mouvements avec sa pâte à modeler, Ouais. son éclairage. Il fait tout. Et il prend les photos. Il est marié, il a une famille. Je sais les ça, je sais cafés. pas. Il y a très peu d'informations sur lui, c'est Ah son ouais premier film. Il y a vient pas d'où une- au Japon? Ouais, c'est un japonais, je sais pas d'où il vient. Ok. Je me rentre pas dans l'intimité Il des fait gens. quelle taille s'il enlève ses chaussons? Alors de quoi ça parle, Junkhead? Est-ce que ça parle peut-être un peu d'âme et de nature, qui sait? Ça se passe dans un lointain futur où les êtres humains ont cessé de se reproduire. Devenus immortels, ils se sont mis à explorer les profondeurs de la Terre pour créer un monde souterrain. Et pour ce faire, ils ont donné vie aux Manigan, des esclaves en gros, qui ont fini par se libérer, par se rebeller contre la race humaine et par chasser les humains des profondeurs et vivre par eux-mêmes. Le film est un mélange de cyberpunk satirique où des personnages immondes et déformés évoluent dans un monde de béton fait de couloirs, de laboratoires aseptisés, d'architecture bohocienne, brutaliste et désolée. Et si comme ça on pourrait penser que ce film est froid et sans cœur, il est pourtant plein d'humour, bien que noir, et finalement assez jouissif et même poétique, voire émouvant sur la fin. On y suit un personnage principal, humain donc, qui n'est plus qu'une tête dans un corps de pantin qui enfile des coupes de cheveux comme on met un casque, comme des cheveux de Playmobil finalement, et qui s'ennuie dans sa petite routine où il doit se brancher virtuellement à une chaise pour avoir des interactions sociales et où la nourriture n'est qu'une projection holographique. Parce qu'ils sont immortels, donc ils mangent, ils font semblant de manger quoi. C'est ouf parce que quand tu disais genre ouais ils ont creusé la terre, ils sont immortels, ils ont d'autres endroits où des gens qui se libèrent et tout, je me dis ouais mais ça a l'air ouf ton film. Et là en fait tu me parles, ça me fait penser à Ghost in the Shell, enfin des délires un peu battants comme ça et ça a l'air intense en tout cas. Donc le héros en fait il vit sa petite vie et tout est très décalé, donc c'est ça qui est très drôle. Et c'est le seul humain, t'as dit? Non, lui il vit à la surface avec les autres êtres humains. Ah ok. Et donc on y suit ce personnage principal, donc qui est plus qu'une tête dans un corps. Et oui, parce que les humains sont immortels, mais c'est pas pour autant, ils se sont pas pour autant séparés des obligations de la société capitaliste, car notre pauvre héros a besoin de gagner sa vie. Alors il annonce à sa prof de danse qu'il va devenir explorateur des profondeurs, qu'il va mener sous terre une vie de héros. Il montre même une petite image d'Indiana Jones en mode, ce sera moi, je vis des aventures sous terre. Trop bien. On y croise des créatures étranges dans un monde souterrain sans fin, certaines pacifiques, d'autres affamées, et toute une galerie de personnages bizarres et ridicules. C'est dans ce monde étrange que notre héros part à la recherche du secret de la reproduction, qu'il pense trouver sur le pénis d'un gros monstre bizarre. Et oui. Y arrivera-t-il, vivra-t-il une vie meilleure que celle désincarnée qu'il menait en surface? Vous le saurez si vous regardez Junkhead, qui est pour moi la version soft d'un autre film en stop motion réalisé par un type presque tout seul. Et je veux bien sûr parler de Mad God de Phil Tippett. Mais je ne pouvais pas finir sans citer des grands noms de l'animation qui ont eux aussi entrepris de se lancer dans des œuvres qui se sont acharnés à faire seuls. Je pense bien sûr à l'incomparable Yuri Norstein. Yes. Big up à André, il se reconnaîtra. Voilà, Yuri Norstein qui, dans sa minuscule maison en Russie, accompagné seulement par sa femme, va bientôt fêter 40 ans de travail sur Le Manteau, qu'il ne finira peut-être jamais. Lui qui est pourtant considéré comme le plus grand animateur du monde, développant toujours plus sa technique dans une solitude et une pauvreté presque totale, avec juste ce qu'il faut pour que lui et sa femme, en charge de la direction artistique de l'œuvre commune, ne s'entretuent pas, entièrement dévoué à son art au point de ne plus vraiment chercher à le compléter. Je pense aussi, sur une note plus fun, à Bill Plympton, génie satirique dont je vous recommande l'excellent Les Mutants de l'espace. Film d'animation également réalisé presque tout seul, drôle, ironique, pas politiquement correct du tout, où un astronaute abandonné dans l'espace revient sur Terre avec une bande de mutants et va chercher à se venger de ceux qui l'ont laissé dans le cosmos. Attends, c'est Bill Plympton? Bill Plympton, Plympton.
P-T-O-N. J'adore son nom, j'achète le film direct. Ça fait un peu Clinton, mais non. Ouais, mais justement, c'est parfaitement satirique. Je sais pas si c'est un mec qui fait de la satire, mais c'est parfait. Ouais, c'est parodique, c'est satirique, c'est de la caricature, c'est trop beau. Et il a le nom parfait pour ça. Voilà. Merci, Bill. Mais puisqu'on parle d'hommes et de nature, je vais finir en vous parlant d'un certain Frédéric Bach. Est-ce que ça vous parle ? Un petit peu, je crois. Pas du tout. C'est pas un Vous allez voir. dessinateur. Si, Frédéric Bach, et donc je vais vous parler de son œuvre la plus connue, qui n'est autre que l'incroyable L'homme qui plantait des arbres. Et oui. Tu as vu ça, Lucas ? Non, ça me dit Ah, rien. parfait, je vais pouvoir te le montrer. L'incroyable histoire de l'homme qui plantait Non. des arbres. Je vais vous parler C'est de juste l'incroyable, l'homme qui plantait des arbres. C'est le titre du film. Qui est Ok. disponible sur YouTube d'ailleurs, si vous voulez le voir, et qui est, à mon sens, le plus beau témoignage qu'on puisse faire à l'égard de notre environnement. Un film d'une douceur graphique incroyable qui semble avoir été fait à la craie, une craie magique qui se meut avec grâce et élégance sur du papier blanc. Narré par Philippe Poiret, adapté d'une nouvelle de Jean Giono. C'est l'histoire belle et inspirante d'un berger qui vit seul dans les hauteurs de Provence, je crois, Ouais, je crois que c'est ou ça. des Pyrénées. C'est un Non, film français. c'est plus. Alors, Frédéric Bach, c'est un Canadien, Ah, ok. mais c'est une histoire adaptée d'une nouvelle française et narrée par un acteur français. D'accord. Voilà. Je crois que c'est plutôt au-dessus de la Provence et tout ça, plutôt que les Pyrénées, si je ne Ok. me trompe pas. Donc, c'est l'histoire inspirante de ce berger qui vit seul sur les hauteurs de Provence, dans une région désolée et abandonnée, et qui un jour est visité par un jeune randonneur curieux de découvrir cet homme seul qui, chaque jour, plante des graines sur ces montagnes sans vie, des graines d'arbres bien sûr, qui peu à peu vont pousser, donner vie à des forêts et redonner vie à ces montagnes, et nous rappeler que la résilience d'un homme seul, entreprenant une tâche a priori insurmontable, celle de réaliser un film seul par exemple, ou de planter une forêt, n'a aucun autre équivalent. Qu'elle apporte la paix dans le cœur de ceux qui ne cherchent pas une finalité, mais simplement à accomplir et à être. Qu'elle génère l'harmonie avec tout ce qui nous entoure et peut nous faire croire un peu en l'avenir. La nature, dans ce film de 18 minutes, me semble n'avoir jamais autant fait partie de nous, êtres humains, ne semble jamais avoir été aussi indispensable. On finit ce film même sans rien savoir de celui qui l'a fait, comme tous ceux qui voient ces montagnes renaître sans savoir qu'un berger seul, sur des décennies et des décennies, a simplement planté des arbres sans s'arrêter, laissant la loi du vivant suivre son cours. On en ressort apaisé, heureux et gonflé d'une énergie dévorante. On y voit l'homme, on y voit la nature, devant et derrière la caméra, et on se sent bien. Et j'ai comme l'impression, chaque fois que je vois ce film, qu'il me suffit de le regarder dans un moment d'égarement pour me sentir mieux, qu'elle est là, la nature humaine, et que l'homme, s'il peut parfois l'avoir oublié, n'a pas été oublié par elle. C'est beau. Ouais, je trouve ça assez dingo aussi. Non mais vivre le truc, vivre comme tu disais, tu vois, prendre le temps de vivre de vivre les choses, c'est aussi un truc qu'il y a dans le Junkhead. Ah ouais. Tout est lié. Oh, putain. D'ailleurs, dans le Junkhead, parce qu'à un moment, le héros qui vivait une vie merdique et qui maintenant explore les profondeurs, il y a un moment où il dit « Je me suis jamais senti aussi vivant que depuis que j'explore ces profondeurs horribles et flippantes ». Mais alors, tu te souviens, Lucas, on avait vu la bande-annonce de Junkhead au cinéma. J'ai envie de le voir. Et franchement, il est trop bien. Je le recommande à tout le monde. C'est pas trop sombre, ça fait peur. Enfin, C'est un peu bizarre. C'est glauque. C'est décalé. Ouais, mais glauque, mais drôle. Ah, c'est drôle quand même. Contrairement à Mad God, qui est vraiment genre, c'est psychédélique et ça, c'est pas à mettre devant tous les yeux. Mais je les recommande tous parce que. Et le manteau, tu disais? Le manteau de Yuri Norstein, tu le verras pas parce que c'est pas fini. Par contre, tu peux voir. Par contre, il y a un documentaire alors. Il y a un documentaire sur YouTube. Alors Mais il compte le finir son film? Bah, il espère bien, mais. 40 ans? Là, il est Je crois très qu'il vieux. y en a 80, un truc comme Ouais, ça. ouais, ils sont très très vieux. Là. Mais il vit de quoi? En fait, c'est un animateur qui est très connu, qui a fait des films qui sont connus, qui ont tourné en festival. Il vit des restes de ça, tu vois. Ok. Il fait aussi. Il expose ses œuvres aussi, il vend des petites cartes. Enfin, Mais il vit tient vraiment, au fait de le faire seul. Genre, il veut pas d'aide. Ouais, justement, les mecs, parce qu'on a un mec qu'on connaît qui l'a, ce fameux André, notre ami, qui l'avait rencontré et il nous disait que le mec il refusait les aides trop importantes, il prenait juste ce qui lui permettait de continuer son œuvre en fait. Et mais toi, tu parles d'aide financière. Moi, ouais, je te ouais. parle de en fait. de main-d'œuvre, tu vois. Ouais, Non, non, il y a ouais. juste lui et sa femme. C'est leur délire, tu vois, ils font ça. Tu vois. Et ce qui est ouf, c'est effectivement Yuri Norstein. Il y a des tas de gens, des gens connus dans l'animation, notamment, je crois, le créateur de Wallace et Gromit. Enfin, des gens l'admirent partout dans le monde qui lui ont dit mais c'est bon, je te fais un chèque
d'autant de millions que tu veux pour soutenir ton travail parce que je suis un fan et il faut que... Mais parce que les gens, ils ont peur que le film n'existe pas finalement. Ah bah ouais, puis même pour le reste, le fait de le voir travailler tout seul et qu'il soit pauvre, et en fait lui, sa philosophie c'est... Alors c'est un russe, tu vois, il est dans cet esprit de Russie, il a mené une vie difficile, compliquée, il a faim, etc. Il a grandi dans la misère. Donc lui, il est dans ce truc, si je change ma façon de travailler, ça va changer mon art. Donc quelque part, si on lui donnait des millions, il serait un petit peu perdu. Il veut pas ça, tu vois, il veut pas se compromettre. Et Mais donc, aujourd'hui, il en est où? il travaille dessus toujours. Là, on en a pas... Mais s'il a 80 ans, il doit être fatigué. Mais bien sûr qu'il est claqué, il est claqué depuis toujours. Même ses autres films, genre il a fait un film qui s'appelle Le Conte des Contes, qui est considéré comme un des plus beaux films d'animation de l'histoire. Ça lui prend à chaque fois des dizaines d'années pour faire ça. Ah, il y a d'autres films qu'on peut voir. Il a fait d'autres films, des films d'animation qui sont très cool, qui peuvent être trouvables aussi sur YouTube. Ok. Et alors je suis deg, j'ai pas noté le nom de la chaîne, mais il y a un documentaire d'une 40aine de minutes sur lui et son travail. Trop bien. Il y a des petits bouts d'interview de lui. On mettra ça en lien dans la description. Et toi, personnellement, tu penses qu'il va le finir, son film? À la fin de ce documentaire, on lui pose la question et lui il dit « Je suis arrivé à un stade maintenant dans ma vie où je m'en fous de savoir si je vais le finir ou pas. » Ah ouais? Ouais. C'est égoïste. Oui, mais il bosse dessus depuis 40 ans. Il est très vieux. Je pense qu'il se dit plus, je sais pas si je vais vivre assez longtemps pour le finir, tu vois. Et surtout qu'il est, en fait, en plus il réalise ça à l'ancienne, hein, c'est avec un bon titre et tout. Et chaque fois qu'il découvre une technique qui va améliorer ce qu'il a fait, il peut recommencer toute une scène, tu vois, qu'il avait fini il y a des années, par exemple. Donc il est toujours dans un processus d'amélioration. Mais vraiment, regardez... Alors soit ce documentaire sur YouTube, soit juste des extraits de ses films. Il crée, il détruit, il recommence jusqu'à ce que ça soit parfait. Jusqu'à ce que ça lui convienne totalement. Parce que tu parlais du réalisateur de Junkhead qui avait mis 8 ans. Donc entre 8 ans pour faire un film d'animation tout seul et l'autre qui met 40 ans, c'est qu'il doit quand même être bien torturé, ou il a quand même la volonté de sortir son truc s'il est hyper perfectionniste comme ça. Je sais pas, parce que je pense qu'il est dans quelque chose où juste il le fait. Parce que pour lui, quoi, pour le faire. Pour sa création. S'il le finit, bien sûr qu'on le verra, tu vois, mais je veux dire qu'il va pas se presser pour nous, c'est ça le truc. Tu vois, genre il est dans sa création et il va le créer jusqu'au bout et il va le faire comme ça. Et franchement, je vous encourage à regarder des extraits de son travail parce que son animation c'est magnifique. Ce qu'il fait c'est ouf et il fait ça juste avec des petits bouts de cellulo. Le cellulo c'est du papier transparent. Et c'est que des superpositions de tous ces petits papiers transparents qui bougent image par image et qui créent des mouvements comme ça magnifiques. Et les extraits du manteau, les quelques extraits du manteau qu'on a, c'est trop beau. Mais lui, il est vraiment dans une espèce d'austérité russe totale. Où, il a des enfants? Je crois qu'il a des enfants. Et ils sont partie prenante de son projet dans le futur? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont des cheveux? Je sais pas, je sais qu'il a une femme et je sais qu'ils bossent tous les deux et que dans le documentaire, à un moment, il parle plusieurs fois du fait qu'ils ont souvent voulu s'étriper parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils en peuvent plus, parce que c'est horrible. Et en plus, lui, il est tellement obsédé par son truc, en mode je dois vivre dans une certaine pauvreté, je veux pas recevoir d'aide, je veux tout faire tout seul, c'est compliqué. Quand il a pas d'argent, forcément, il travaille pas sur son film. Mais en tout cas, je vois déjà qu'il y a un lien qui se tisse parce que on se concerte pas forcément avant, on a notre thème, on sait vaguement de quoi les autres vont parler, mais on n'essaie pas trop de se mettre en commun, parce que le but c'est qu'on découvre des choses et de vous faire découvrir des choses. Donc c'est marrant de voir qu'on a Lucas qui se lance dans des gens qui partent sur une exploration tout seul, qui se lance dans un truc surhumain qui les dépasse, il y a un petit lien avec ce que je viens de raconter là. Et maintenant, à toi la balle. Et je dois vous avouer que déjà pour notre thème de l'homme et la nature, je me suis pas mal questionné. Le truc c'était, je me demandais si j'allais me focaliser sur notre rapport à la nature physique, c'est-à-dire l'environnement, comme tu en as parlé tout à l'heure, Johan, ou est-ce que je voulais pas pousser plus loin. Donc forcément, je ressentais que c'était utile et nécessaire de discuter de notre rapport à l'environnement. Au moment où on enregistre ce podcast, on sent bien qu'on est à la fin de 2022 et c'est vraiment l'année de la prise de conscience collective du changement climatique. Donc c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Salut Donald Trump. Et finalement, j'en ai une autre, attendez. C'est un ouf. Tu peux baisser un peu mon bidule, s'il te plaît. Salut Donald. Et il y a aussi ce délire, j'en ai un deuxième, donc je disais salut Donald Trump. Et le deuxième c'est salut la COP27. Je me disais qu'on était en train de se prendre en pleine gueule, mine de rien,
la réalité que nos représentants ne représentent qu'une petite partie de la population et qui tournent clairement le dos aux enjeux climatiques si on se focus sur leurs actes. C'est important du coup et intéressant, voire nécessaire, de parler un petit peu de notre rapport à notre environnement. Et du coup, pourquoi à votre avis, pourquoi on galère alors qu'on a une seule chose à faire, c'est genre conserver l'endroit où on vit, quoi, pouvoir continuer à vivre. L'argent. Ouais. Parce que ce qui est pour enchaîner avec ce que dit Lucas. Je dis juste des mots. Moi. Je lance des mots comme ça et génère le débat. Moi, je dirais que c'est parce que dès qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du bon sens. Oh putain, attention. On fait toujours l'inverse de ce qui semble être la meilleure chose à faire, enfin, ou la chose la plus logique. Là, on est bien d'accord qu'il y a 1% de la population qui détient le capital, le plus de capital, le plus de pouvoir, qui sont également les gens qui polluent le plus, qui sont également les gens qui ont le plus d'intérêt à ce que les choses ne changent pas et à ce que ça continue comme ça. Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne se soucie pas et ces gens-là, tu leur dis, oui, mais attendez, c'est l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit qui est en jeu, c'est quand même... c'est quand même l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit, merde. C'est quand même un peu plus important que de faire du profit. Après, moi, je trouve qu'en vrai, les gens sont quand même... Tu parlais de conscience collective et tout... on est dedans, quoi. Genre, par rapport à quelques années en arrière, les gens sont quand même plus alarmistes sur la situation et essayent de trouver des solutions, mais je pense que c'est trop tard. En tout cas, moi, là où je peux vous rejoindre, et peut-être qu'on peut porter le débat à un autre endroit, ce qui ne veut pas dire plus haut ou plus bas, mais le fait pour moi... Gauche. attention avec les côtés. Ou à droite, hein, après chacun. Ça dépend si on connaît sa gauche et sa droite. En ce moment, c'est compliqué. Mais le fait que ça décolle pas, pour moi, l'adaptation au changement climatique, peut-être le fait de se remettre en question et de bouger, ça montre, pour moi, je trouve, qu'on n'est pas encore au cœur du problème. Voilà. Et du coup, c'est là où j'arrive sur ma deuxième partie, messieurs. Si on n'arrive pas à mieux considérer notre environnement, c'est qu'en tant qu'espèce, et là on rejoint un peu ce que disait Johan, notre rapport à la nature, il n'est pas clair. Parce qu'à la base, ok, on est d'accord, comme tu disais, on fait partie de la nature. Dire l'homme et la nature, c'est un peu comme dire le cochon ou la ferme ou l'arbre et la forêt. L'homme, c'est un produit naturel. J'ai plusieurs exemples à vous dire, je ne sais pas si vous pensez à des trucs, mais par exemple, moi j'avais pensé à la bouffe et aux conservateurs déjà. Genre le fait qu'on mange des trucs de plus en plus crado, de plus en plus bourrés de conservateurs et tout ça. Mais le truc, c'est que c'est vraiment, on se décompose plus, pardon. On pourrit, nos cimetières pourrissent et se décomposent plus, et c'est vraiment trop chelou, tu vois. On pollue même dans la mort. Il va super bien, son psy lui a donné un rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Non, mais je suis optimiste. Non, mais je suis d'accord. Si la réalité elle est sinistre, c'est pas de ma faute. Je pensais que la majorité d'entre nous aussi, on ne saurait pas survivre seul pendant par exemple un mois dans la jungle. Déjà tout le monde n'a pas de jungle luxuriante où il habite. Salut Mike Horn. Mais il y a vraiment ce délire qu'on est plus adapté, on est, comme tu disais tout à l'heure, déconnecté. Et justement, quand tu parlais des peuples indigènes ou même aborigènes, moi je trouve ça super intéressant de se dire que pour certains, on serait des gardiens un peu. Ça fait longtemps qu'on aurait dû être virés, gros. Mais peut-être qu'on l'a été et qu'on n'a pas reçu le mémo de confirmation. On n'a pas été des bons gardiens, putain. Après, pensons à ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut vite se réadapter à ça aussi, tu vois. En tout cas, le truc qu'on disait sur l'effondrement, genre ça reste une théorie, je veux dire, même s'il y a des tendances qui se dessinent, on ne peut pas vraiment dire quand il y aura l'effondrement, on fera cela, parce que pour moi, en tout cas, on n'est pas encore dans cette dynamique-là, quoi. On a encore moyen de tourner le gouvernail, tu vois. En tout cas, ça, je trouvais ça cool. Le mec a l'air sceptique et après il nous dit mais je suis optimiste pour l'avenir. Non, moi je suis optimiste pour la planète Terre, pas pour notre avenir à nous, tu vois. Alors on est d'accord. La planète Terre, elle s'en sortira. Mais c'est pas pour autant que je suis un dépressif ou quoi, tu vois. Mais en tout cas, moi, ça me pousse à m'interroger encore plus profondément. Et j'accepte, quoi. Aller aux origines de mon monde intérieur, qui est le seul support que je peux appréhender, qui fasse partie de notre vaste monde. Lui, en tout cas, comme le pack, ça tape. Ce que je veux amener, c'est l'idée du questionnement de notre vie ici. Et justement, il y a beaucoup de penseurs et de philosophes et de sages qui se sont tournés vers la nature comme source d'inspiration, et même vers la nature comme maître ou comme un enseignant spirituel. Est-ce que ça vous inspire quelque chose de voir la nature, vous, comme une source d'inspiration, comme un maître à penser? Est-ce que c'est des trucs, ça vous parle? De fou. Dis-moi en plus. Non, lui, il dit juste des mots. Je sais pas, moi j'adore
j'adore la nature, j'adore faire des balades, j'adore les animaux. Euh, c'est un... J'adore apprendre et dans ces milieux-là, t'as toujours des trucs à apprendre, genre c'est tellement riche. Je crois qu'on connaît que 4% de tout ce qui existe sur Terre en termes de vie et tout. Yes. C'est trop bien, c'est trop intéressant, tu vois. Et c'est bien le thème, tu vois, l'homme et la nature, quand t'es, je sais pas, moi, sur le dos d'un volcan ou dans des montagnes et tout, enfin, t'as ce sentiment d'immensité, que toi, t'es juste là, avec tes deux jambes, tes deux bras, enfin, ça forme un tout, c'est mystique, quoi. Ce qui n'arriverait pas sur le ventre d'un volcan, par contre. C'est mystique, ouais, c'est la planète Terre, faut quand même se dire que tous ces mélanges de gaz, de chimie, tout ça, ça a fait ça, c'est incroyable, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé une autre planète comme la nôtre, avec toute la vie qu'elle comporte, et encore, on ne sait même pas tout ce qu'il y a dessus, tu vois. Bah ouais, de ouf, je suis totalement d'accord. Je pensais à Werner Herzog, Werner. quand vous avez dit art, nature humaine, et c'est ça que je voulais parler aussi tout à l'heure, des films ou des documentaires qu'il fait sur la nature que j'aime trop, et qui expliquent hyper bien notre relation au monde, je trouve. Ouais, et lui, il s'intéresse de ouf à... ça marche bien avec ce que tu racontais finalement avant, des gens qui se lancent dans des trucs contre une nature qui est finalement hostile et pas faite pour nous, et hyper puissante. Et je voulais parler de Werner Herzog au départ. Et ce que tu disais sur, comment on appelle ça, sur les peuples autochtones, etc., aborigènes, machin, je sais pas si vous avez vu le documentaire sur les volcans au fin fond de la Fournaise, où justement il va voir des populations autochtones qui parlent des esprits des volcans, de la façon qu'ils ont de vivre avec les volcans et la nature et tout. Et du coup, c'est pour ça, quand tu as parlé, ça a résonné en moi. Ouais. Moi, j'ai failli parler d'un film de Werner Herzog qui s'appelle Le pays où rêvent les fourmis vertes, qui est un film sur les aborigènes. Ce qui est cool dans ce film, c'est que ça raconte l'histoire d'une compagnie pétrolière qui essaie d'exploiter une terre sacrée pour des aborigènes. Et donc les aborigènes sont toujours là sur le chantier à bloquer les machines. Ils font rien, tu vois, ils sont pacifiques, ils restent assis à des endroits où vont se passer les travaux et tout. Ouais. Et ils ont une légende comme quoi cette terre-là, elle est sacrée parce que c'est là où viennent rêver les fourmis vertes. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout une vraie légende, que c'est Werner Herzog qui a inventé ça, mais en fait les aborigènes, dans leur culture, le fait de rêver, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec les Achuars, le fait de rêver c'est tellement important que pour convaincre, parce que c'est des vrais aborigènes qui sont dans le film, pour les convaincre d'être dans le film, leur culture est tellement liée au rêve qu'il leur a dit « je voudrais vous inviter dans mon rêve à moi ». Et ça leur a plu cette idée de se dire « ok, ce délire de fourmis vertes, c'est pas du tout vrai, c'est pas dans notre culture, mais le fait d'être invité dans le rêve de quelqu'un d'autre, ça leur plaisait et c'est ce qui les a convaincus d'être dans le film. » Ah, c'est stylé, ça, c'est une bête d'histoire. Trop bien. Mais le fait que ça décolle pas, pour moi, l'adaptation au changement climatique, peut-être le fait de se remettre en question et de bouger, ça montre pour moi, je trouve, qu'on n'est pas encore au cœur du problème. Voilà. Et du coup, c'est là où j'arrive sur ma deuxième partie, messieurs. Si on n'arrive pas à mieux considérer notre environnement, c'est qu'en tant qu'espèce, et là on rejoint un peu ce que disait Yoann, notre rapport à la nature, il n'est pas clair. Parce qu'à la base, ok, on est d'accord, comme tu disais, on fait partie de la nature. Dire l'homme et la nature, c'est un peu comme dire le cochon ou la ferme ou l'arbre et la forêt. L'homme, c'est un produit naturel. J'ai plusieurs exemples à vous dire, je ne sais pas si vous pensez à des trucs, mais par exemple, moi j'avais pensé à la bouffe et aux conservateurs déjà. Genre le fait qu'on mange des trucs de plus en plus crado, de plus en plus bourrés de conservateurs et tout ça. Mais le truc, c'est que c'est vraiment, on se décompose plus, pardon. On pourrit, nos cimetières pourrissent et se décomposent plus, et c'est vraiment trop chelou, tu vois. On pollue même dans la mort. Il va super bien, son psy lui a donné un rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Non, mais je suis optimiste. Non, mais je suis d'accord. Si la réalité elle est sinistre, c'est pas de ma faute. Et justement, quand tu parlais des peuples indigènes ou même aborigènes, moi je trouve ça super intéressant de se dire que pour certains, on serait des gardiens un peu. Ça fait longtemps qu'on aurait dû être virés, gros. Mais peut-être qu'on l'a été et qu'on n'a pas reçu le mémo de confirmation. On n'a pas été des bons gardiens, putain. Après, pensons à ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut vite se réadapter à ça aussi, tu vois. C'est pas parce que là, on est entre quatre murs du confort que demain, on peut retrouver une vie plus Mère, Matt,
primal, ça se dit ça. Après, j'ai il faudrait que ça compris, hein. soit un truc collectif, quoi. Bah justement, moi ce que j'allais dire après, c'est que la voie du retour à la nature, c'est de plus en plus représenté, mine de rien. Tu vois? Genre, je trouve que ça a vraiment commencé à se dessiner après la voie du retour à la nature. Ça me faisait vraiment penser à ce que j'ai ressenti après les confinements du Covid. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu un peu deux branches qui commençaient à se dessiner, genre les gens qui ont été contents de revenir à leur vie d'avant, et c'était très bien, qu'elle soit à la campagne ou en ville ou quoi, et les gens qui en fait ont eu envie de changement. Vous voyez, genre par exemple, moi je sais que j'ai déménagé à la campagne et que l'idée m'est venue après le confinement du Covid, après le premier confinement en fait. Ce que je veux amener, c'est l'idée du questionnement de notre vie ici. Et justement, il y a beaucoup de penseurs et de philosophes et de sages qui se sont tournés vers la nature comme source d'inspiration, et même vers la nature comme maître ou comme un enseignant spirituel. Est-ce que ça vous inspire quelque chose de voir la nature, vous, comme une source d'inspiration, comme un maître à penser? Est-ce que c'est des trucs, ça vous parle? De fou. Dis-moi en plus. Non, lui, il dit juste des mots. Bah, je sais pas, moi j'adore la nature, j'adore faire des balades, j'adore les animaux. Euh, c'est un... J'adore apprendre et dans ces milieux-là, t'as toujours des trucs à apprendre, genre c'est tellement riche. Je crois qu'on connaît que 4% de tout ce qui existe sur Terre en termes de vie et tout. Yes. C'est trop bien, c'est trop intéressant, tu vois. Et bah c'est bien le thème, tu vois, l'homme et la nature, quand t'es, je sais pas, moi, sur le dos d'un volcan ou dans des montagnes et tout, enfin, t'as ce sentiment d'immensité, que toi, t'es juste là, avec tes deux jambes, tes deux bras, enfin, ça forme un tout, c'est mystique, quoi. Ce qui n'arriverait pas sur le ventre d'un volcan, par contre. C'est mystique, ouais, c'est... La planète Terre, faut quand même se dire que tous ces mélanges de gaz, de chimie, tout ça, ça a fait ça, c'est incroyable, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé une autre planète comme la nôtre, avec toute la vie qu'elle comporte, et encore, on ne sait même pas tout ce qu'il y a dessus, tu vois. Bah ouais, de ouf, je suis totalement d'accord. Genre, c'était vraiment ce truc-là. Moi, je pensais, j'avais noté des trois petits trucs que j'aurais pu vous dire là-dessus. On a par exemple la spiritualité qui s'approprie vachement et qui se réapproprie vachement avec la spiritualité moderne ou les trucs un peu de nos jours, qui redécouvrent un peu la nature. On a la sylvothérapie, les gens qui embrassent des arbres. Et on dit que ça fait du bien. Comment ça s'appelle ça? Sylvothérapie. Intéressant. C'est le fait de faire des câlins aux arbres. Alors, si je ne me trompe pas, c'est l'interaction entre les hommes et les arbres qui fait que ça te fait du bien en fait. Moi, j'ai déjà fait un câlin à un arbre, ça fait vachement du bien. Bah, moi aussi, de Tu ouf. te sens les pieds ancrés sur une source d'énergie qui vient de la terre, c'est ouf. Ouais, c'est serein, c'est silencieux, Ouais, c'est juste apaisant. là, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça, les pierres semi-précieuses, telles qu'on dit énergétiques, les animaux totems, on en parle beaucoup maintenant, ou alors les gens qui s'intéressent à l'astrologie, que ce soit les planètes autour de nous, ce qui fait partie de la nature, que ce soit... parce que justement, il y a une théorie scientifique qui a été énoncée il y a quelques dizaines d'années, qui commence à intéresser un peu les gens, les scientifiques, pardon. C'est que la théorie scientifique, c'est la théorie Gaïa, que la Terre, en fait, elle serait d'une certaine manière consciente d'elle-même, dans le sens où elle pourrait se réguler. Elle pourrait réguler son activité, elle pourrait réguler ce qu'il y a à sa surface ou des choses comme ça, qui permettraient en fait pour elle de continuer à vivre ou de mieux vivre. Ok. Et ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, cette théorie scientifique, à la base, c'est deux personnes qui l'ont sortie, deux scientifiques. Je crois que c'est un homme et une femme, je me souviens plus trop ce qu'ils font. Je crois qu'il y a un biologiste, un chimiste, un biologiste ou une chimiste. Sur un biologiste. bateau en route pour l'Antarctique. Et du coup, cette théorie, elle est de plus en plus considérée, on va dire, par les autres scientifiques, par la communauté scientifique, parce que peut-être pas que la planète, elle pense et elle se fait des délires et qu'elle imagine faire de l'animation avec Yuri Norstein, mais en tout cas, il y a vraiment ce délire que la planète, elle pourrait... De toute façon, il voudrait pas, hein, Yuri Norstein. clairement, Il est bien tout seul. que genre, elle aurait une forme d'activité, quoi. Enfin, d'activité consciente, en fait. C'est ça le truc. Ouais, une forme de conscience vivante, quoi. Ouais, c'est ça. De vie un peu comme, par exemple, les arbres ou des choses comme ça, plutôt dans ce délire-là. Je sais pas si j'y crois, mais c'est intéressant. C'est comme si on parle beaucoup ces dernières années de l'intelligence des plantes, de l'intelligence des arbres. Donc pourquoi pas, tu vois. On imagine en tout cas et on sait que les plus anciens peuples, ils étaient assez animistes quand même. Tu vois, genre ils voyaient Dieu, le divin, la magie partout et tout avait Plus à l'écoute de leur une environnement. conscience. Ouais.
Ouais. T'allais dire un truc, je t'ai coupé. J'allais dire, moi qui suis pas croyant ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas plus délirant que de croire un espèce d'être supérieur qui aurait tout créé d'un claquement de doigts et qui est un espèce de dieu omnipotent. Enfin, de se dire que la planète puisse avoir une forme de conscience, pas qu'elle soit là et se dire ah là là, j'écouterais bien un singe pour la 3, le podcast de culture primate. Et tu peux le trouver sur toutes les plateformes. Pas dans ce sens-là, tu vois, mais qu'il y ait une forme de conscience où ça se régule. C'est pas con, enfin je veux dire, un astre, c'est composé de tellement de choses complexes. Il y a du sang, entre guillemets, qui coule à l'intérieur, il y a de l'eau à sa surface, il y a des choses qui grouillent un peu comme nous, on a des armées de micro-organismes dans notre corps, tu vois. On peut imaginer facilement une forme de conscience. Après, on n'a plus rien à perdre. Surtout, Surtout quand il est optimiste, il n'y a plus rien à perdre. Au point où j'en suis, ouais, je veux bien que la planète ait Une conscience, il n'y a aucun problème. Mais justement, on disait pas mal que l'environnement, ça jouait sur nous et qu'on jouait sur lui. Mais vraiment, il y a une forme de spiritualité, de sagesse. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à y revenir un peu à cette planète. On se force à y revenir parce que sinon on va tous claquer, mais... C'est pour ça que je dis que je suis pas pessimiste, tu vois, je sais qu'il y a plein d'initiatives, de projets cool, etc. Je trouve qu'il est juste un poil trop tard, quoi. Ah bah, c'est bien qu'il y ait ça, ciao, tu les vois. gars. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Et ben justement, moi je trouve que c'est intéressant ce qu'on dit là, de revenir un peu aux mêmes choses, genre ouais... On y retourne, en fait, de devoir bouger les choses différemment, penser différemment, ça marche pas, on y retourne, comme si on apprenait de nos expériences. Et je trouve moi, personnellement, je trouve qu'il y a vraiment une vérité là-dedans, comme un effet mécanique, où en fait, quand on vit une expérience et qu'on ne saisit pas, en fait, l'importance de ce que ça nous transmet, de ce que ça nous apprend, et qu'on ne veut pas voir le truc et qu'on continue à aller pas dans son mur forcément, mais on continue à aller sur sa voie sans rien y changer, ça a tendance à revenir en fait. Comme si on attirait un peu la prise de conscience, le changement, l'évolution et encore mieux, l'adaptation. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Et ouais, c'est comme quand on a un problème et qu'on ne veut pas le regarder en face et que ça nous revient toujours en pleine gueule. Tu vois, c'est comme ces gens qui se plaignent toujours que pourquoi je me mets toujours en couple avec le même type de personne avec qui ça ne marche pas. Parce qu'il y a un truc que les gens ne veulent pas regarder en face, donc ils attirent toujours Elle était superbe notre relation, Yoann. Oui, mais elle n'a pas marché, d'accord ? Elle n'a pas marché, bon. Merde. Et depuis, je retrouve encore des Lucas, et encore des Lucas, et encore des Lucas, et je m'en sors pas. Yes. Elle était quand même superbe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que... Après, les enfants sont très forts là-dedans. Justement, dans le fait d'avoir une jeunesse d'esprit, et de se dire, vas-y, on se bouge... on fait des trucs, je pense à Greta, où il doit y avoir plein d'autres enfants qui Greta sont... Thunberg, on précise. Ouais, c'est ça. Parce que tu dis Greta comme si... c'est une amie, mais je pense à la petite Greta. Bon. Et avec Leonardo, on en parlait une fois au bridge. Pour le coup, c'est vachement inspirant parce que... eux, c'est la nouvelle génération. Moi, pour travailler avec des enfants, tu vois que... Ils sont hyper sensibilisés, ils sont hyper intelligents sur la question et ils n'ont pas peur de... Enfin, je veux dire, ils se retroussent les manches plus que des adultes des fois, tu vois. Moi, je connais plein de classes ou quoi qui font des après-midi à ramasser des décès dans des parcs, des initiatives en tout genre, tu vois. Mais je trouve qu'ils ont j'allais dire le grain de folie, mais c'est pas ça, tu vois, genre la naïveté, le grain de folie, le truc en mode la planète va pas bien, vas-y, on va faire en sorte qu'elle aille bien, tu vois. Il y a pas de je passe par un chemin avec 4000 excuses, oui, mais le capitalisme, machin, c'est... Non, vas-y, c'est bon, on y va, tu vois. Un peu comme, je sais pas si vous avez vu, dernièrement, il y a des gens qui ont détruit des œuvres d'art inestimables. Ah bon ? Genre qui ont jeté de la soupe. Ouais, mais après, ils s'étaient protégés, en vrai. Sur des Van Gogh. Tout le monde a dit que non. Ah ouais ? Ouais. La soupe de tomates. Ils étaient protégés par des vitres. Ou alors c'était des faux... pour alerter, pour sensibiliser. Ils ont fait ça en mode, est-ce que l'art est plus important que la planète ? Et c'est des jeunes, justement, c'est pour ça que ça me fait penser à ça, qui sont en mode, j'en ai rien à foutre de détruire un Van Gogh qui vaut 10 millions d'euros parce que ça me paraît plus... Enfin, c'est pour alerter les gens, quoi. Ouais, pour faire un coup de com', pour qu'on en parle. T'as pas entendu ça ? Il y en a plein, sur les tableaux, il y a des mecs qui se sont collés contre des tableaux avec la main. Non, moi j'aime bien l'art, du coup j'aime pas qu'on fasse ça, tu vois. Non, mais ils ont rien fait à l'art en elle-même, mais genre ils sont aussi, il y a des mecs qui sont... Attends, ce que je dis, il y avait une protection ou c'était un faux... Ouais, d'accord. Mais ils étaient conscients qu'il y avait une protection ? Je pense bien. Moi je pense pas, mais moi je suis d'accord avec eux dans le sens où
Et je parle un peu Oui, de c'est ça un tout à moyen l'heure, tu d'alerter vois. les gens, quoi. Mais genre, est-ce que quand ça devient plus... quand l'art ne nous inspire plus et quand ça devient plus important que l'air qu'on respire ou l'eau qu'on boit ou l'avenir de la planète, moi je comprends qu'on puisse détruire un Van Gogh, même si ça me fait chier parce que voilà, c'est une œuvre d'art importante et Non, tout. mais dans ce cas-là, ils peuvent étouffer quelqu'un et dire regardez, il a plus d'air, on a Mais besoin non, mais d'air. c'est juste C'est pas pareil, c'est la là vie qu'on se dit- versus, c'est là qu'on se dit c'est juste un tableau. Ouais, je comprends. En fait, si eux, ce qu'ils veulent dire, c'est on ne devrait pas en arriver à devoir détruire un Van Gogh, on devrait juste s'écouter et faire preuve de bon sens les uns les autres. C'est justement ce que tu disais avec les enfants qui n'ont pas ces barrières, qui vont directement au truc, tu vois, à la source du problème. Souvent, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis, Johan, c'est que en fait, plus on grandit, plus on avance dans la vie, en théorie, et de manière générale, on a des conditionnements qui se créent. Donc du coup, on va être de moins en moins spontané, de moins en moins ouvert. Et en fait, les gens, quand ils font ça avec les tableaux, pour moi, c'est vraiment pour alerter et pour dire, les mecs, là, on brise tous les conditionnements, on vous éclate la tête en se collant notre tête contre un Van Gogh. Et clairement, c'est pour faire de la prise de conscience en mode, est-ce que c'est vraiment plus intéressant de conserver... Enfin, tu vois. En tout cas, ce que je voulais vous dire... En tout cas... non, mais pourquoi pour tu finir fixes sur du bien, tu vois. Moi, Me je fixe pas. Je voudrais vous faire Non, une mais petite conclusion, vous proposer une petite ouverture là-dessus. C'est parce que Très bien. on disait qu'il y avait une chose qui était sûre, c'est que quand on vivait les choses plusieurs fois et qu'on s'ouvrait à la possibilité de comprendre, de voir les choses autrement, de regarder les choses autrement, et qu'on comprend, lorsqu'on arrive à saisir ce qui nous pousse à vivre les mêmes situations dans ces moments-là, alors là on s'en libère et on peut vraiment avancer, on peut vraiment évoluer, on peut vraiment s'adapter. Non, c'est vrai, c'est beau. Ça fait un peu... Belle note d'espoir. Moi qui n'en ai aucun, écoute, c'est une belle note d'espoir. Non Attends. mais écoute, Ah merde, j'ai pas pris mes être cachets plus en aujourd'hui. phase avec soi-même et sa planète. C'était l'épisode 1 de Un singe pour la 3. On espère que ça vous a plu, que ça vous aura fait découvrir des choses, que ça vous aura fait réfléchir ou pas, que vous avez bien aimé nous écouter parler, que vous avez rigolé, que ça vous a intéressé peut-être. Que vous êtes dit que je veux bien voir où il va y aller celui-là avec ça parce qu'il me casse bien les couilles. Hein, avec son développement, là. Hein, avec sa résilience. Je parlais pas que de moi, mais du coup ça marche aussi. Ouais. Ah, moi je parlais de toi. Ah, c'est marrant. On remercie la ville de Thionville et plus particulièrement le Puzzle de nous mettre à disposition ce studio pour nos enregistrements. Un merci également à Elsa et Mathilde qui mettent tout ça en place. Si le podcast vous a plu, retrouvez-nous sur tous les réseaux et si vous voulez nous filer un petit coup de main, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Tipeee de Culture Primate. On a plein de projets très cool que vous pouvez soutenir et aider à concrétiser. Voilà, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain pour parler Du temps. Oh ouais. Merci. Allez. Ciao.